Un rapport du Sénat vient de mettre en évidence la somme si importante François Bayrou. Que l'État apporte aux entreprises 211 milliards sur une seule année. 15 juillet 2025. Alors j'ai tout à fait conscience, sans vouloir critiquer la Haute Assemblée, que cette addition ajoute de manière un peu rapide des allègements de charges à des subventions et à de multiples avantages de nature très différente. Tout cela est un peu vertigineux, mais 211 milliards, disons en tout cas plus de 100 milliards, ce sont des sommes très importantes. Et il me semble qu'il faut reprendre la réflexion sur tout cet ensemble à partir d'orientations nouvelles et franches. Alors je vous propose que cette réflexion soit organisée autour d'un principe d'échange d'avantages. Moins de subventions contre plus de liberté, de simplification et de confiance. 211 milliards d'euros annuels dont on ne peut pas dire, je cite, s'ils sont bien ou mal utilisés, sans évaluation réelle. Le terme vient d'un sénateur LR, Olivier Rietmann, qui a présidé la commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises, qui a rendu ses conclusions en ce début juillet, un montant conséquent et supérieur à celui du déficit public français, au moment même où le Premier ministre cherche de son côté à faire 40 milliards d'euros d'économies pour le prochain budget. Et tandis que ces dispositifs d'aide aux entreprises s'empilent ces dernières décennies, leur existence ne semble pas fondamentalement dans le viseur de Matignon et leur efficacité n'est que rarement interrogée. Une politique de l'offre dont l'écrivain Christian Salmon, jamais avare en formulation savoureuse, disait il y a plus de 10 ans déjà qu'elle ressemblait plus à une politique de l'offrande, consistant à échanger des promesses d'embauche contre des avantages à l'attention du patronat et de conclure, autant échanger des chèvres contre des déclarations d'amour. Alors, comment se décomposent-elles ces aides aux entreprises? Quel type de dispositifs recouvrent-elles? À quel point sont-elles contrôlées? Quel impact évidemment du côté des salariés? Et quelles possibilités de reprise en main éventuelles? Bienvenue. Perspective, le podcast de l'UJIC CGT, Clément Olivier. Avec nous autour de la table, Fabien Gay, bonjour. Bonjour. Sénateur PCF de la Seine-Saint-Denis, vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête, je vais donner son nom complet, sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants. En face de vous, côté syndical, Fabien Dampenon, bonjour. Bonjour. Élu CGT à la DGFiP, c'est-à-dire les finances publiques, donc une administration de Bercy. Et vous êtes par ailleurs membre de la commission exécutive de l'UJIC CGT. Et enfin, Nadia Sali, bonjour. Bonjour. Ingénieur de métier, vous êtes délégué syndical CGT à ST Microelectronics, grande entreprise de composants électroniques dont la direction a été auditionnée au Sénat par la commission de Fabien Gay. Un mot, Fabien Gay, que vous mettez en avant sur ces aides aux grandes entreprises, c'est celui d'opacité, à savoir, jusque-là, il n'y avait pas de définition commune des aides publiques, ni simplement de recensement des dispositifs, ni donc de chiffrage d'ensemble, mais quand on dit opacité, ça peut impliquer que c'est délibéré. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, ou plus fatalement qu'on est face à un État dans une forme d'impotence qui se retrouve en fait incapable d'assurer un suivi de ses propres mesures? Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses. Bon, la première, c'est qu'il n'y avait, comme vous me le dites, aucune définition précise. Et chacun avait son chiffrage. Donc l'INSEE nous parlait d'un plancher à 70 milliards d'euros, l'IGF disait entre 150 à 250. Le président de la République, il y a quelques semaines, lors d'une allocution télévisée, nous parlait de 98 milliards. Le ministre, lors de son audition, a parlé de 150 milliards. Bref, tout le monde y mettait un peu ce qu'il voulait et il n'y avait pas de chiffre officiel. Il y avait quand même des économistes, je veux même le citer, notamment ceux du CLERC, le centre de recherche lillois, et France Stratégie, dont le chiffre s'approche avec le nôtre, dont nous on avait donné une année 2023 de référence, donc on a fait un chiffre, 211 milliards, à travers 2252 dispositifs, donc c'est des subventions directes, la BPI qui est le bras armé de l'État, des dépenses fiscales... BPI France, la Banque publique d'investissement. Voilà, Banque publique d'investissement, la plus grosse banque publique, qui distribue beaucoup et qui accompagne les entreprises et distribue beaucoup de subventions directes ou d'avances remboursables. Après, les dépenses fiscales classées et déclassées. Et enfin, les exonérations de cotisations patronales, 77 milliards, dont j'entends beaucoup
depuis la sortie de notre rapport qu'elles ne sont pas une aide publique, parce qu'elles seraient un manque à gagner, mais je le rappelle pour tout le monde, évidemment c'est un manque à gagner pour la sécurité sociale, et c'est surtout que c'est un vol d'une partie du salaire des travailleurs et des travailleuses, qui en plus, en tant que ceux qui payent l'impôt, ils redonnent de l'argent, puisque l'État compense ces exonérations de cotisations. Alors, elle ne le compense pas tout à fait, puisqu'il y a maintenant 5 milliards d'euros qui ne sont plus compensés, mais elle en donne quand même un peu plus de 70 milliards. Donc, c'est un problème. Et donc, pour la première fois, il y a un chiffre objectivé à partir des données que nous avons collectées dans les différents ministères. Ça a mis 6 mois pour collecter BPI. Et donc, on a réussi avec 2 data scientists, que je salue, et d'ailleurs, je salue l'ensemble de l'administration du Sénat. Et donc, on a un chiffre pour 2023 de 211 milliards d'euros. Je pense qu'il n'existe pas au sein de l'État un tableau. Audition de la Direction générale du Trésor. Un macro-tableau avec toutes les aides aux entreprises. Mars 2025. Voilà, ce serait très bien d'avoir un macro-tableau qui permette de faire ce suivi, mais en effet, ça n'existe pas. D'ailleurs, je crois que ça fait partie des questions que vous avez posées. Donc, on va essayer de faire un recensement aussi exhaustif que possible. Et c'est d'ailleurs une des questions sur lesquelles on a sollicité votre bienveillance pour avoir un peu plus de temps pour répondre. Donc, on va essayer de vous apporter des lumières sur ce sujet. C'est-à-dire que vous êtes même surpris du fait que ce chiffre n'ait pas été compilé jusqu'alors et qu'il ait fallu une commission sénatoriale pour faire ça. Vous avez salué les collègues du Sénat. Il se trouve par ailleurs qu'évidemment, commission sénatoriale, donc avec différents partis, et je citais tout à l'heure son président LR, donc Olivier Rickman, avec lequel je me suis extrêmement bien entendu, d'autant plus que la démocratie, c'est la dispute organisée, donc on peut avoir des désaccords et arriver à trouver un consensus sur un certain nombre de choses. Et donc, la deuxième question, c'est pourquoi ce manque de transparence ? Moi, je crois qu'il est lié à 2 choses. Ça, c'est un avis tout à fait personnel. La première, c'est que à chaque difficulté rencontrée par les entreprises, à chaque demande du patronat, on a compilé des dispositifs sur dispositifs. Donc, pour arriver à un chiffre 2252 à travers différentes agences qui distribuent, dont aucune se parle entre elles. Il y a plus de 255 dépenses fiscales. Il y a plus de 60 ou 80 dispositifs rien que sur la décarbonation. Bref, on arrive à un melting pot. Et je rappelle que ce chiffre de 211, on exclut les aides européennes, qu'on chiffre, qui est une estimation entre 10 et 13 milliards. Qui s'ajoute par-dessus. Qui s'ajoute par-dessus. Et les chiffres des collectivités territoriales, entre 7 et 8, si on parle des régions, plus des communautés de communes. Alors les parangons de la simplification ont tendance à dénoncer un millefeuille administratif. Là, pour le coup, on est en plein dedans. C'est des choses qui s'empilent et qui sont ajoutées au fil du temps. Qui s'empilent, personne ne se parle entre eux. On a été assez effarés de voir que l'administration, les différentes administrations, ne connaissaient pas les montants, ni qu'elles ne connaissaient quelle subvention ou aide publique était attribuée à telle entreprise, aucun tableau de suivi. Donc ça, c'est assez stupéfiant. Et puis la deuxième chose, je pense qu'il y a un flou organisé par le pouvoir politique. D'ailleurs, Arnaud Montebourg, lors de son audition, je lui ai posé la question, est-ce que vous considérez que c'est un problème de l'administration ou du politique ? Moi, je partage avec lui, il a dit, c'est le politique. C'est le politique qui dirige l'administration, c'est le politique qui donne le chemin. Et donc, cette jungle des aides publiques, elle a été voulue et organisée par un pouvoir politique pour organiser un flou généralisé et qu'on n'arrive jamais à compiler le chiffre de 211. Moi, je suis parlementaire depuis 8 ans. À chaque budget, je m'appuyais sur des chercheurs, des économistes, l'Observatoire des multinationales qui font un travail extrêmement sérieux, qu'on a auditionné, M. Petitjean et M. Combe. Et je disais, regardez, 189 milliards d'argent public, c'était en 2018. On dit, oh non, mais ça, c'est des chiffres militants. C'est vous, mais c'est pas les vrais chiffres. Là, pour le coup, maintenant, on a un chiffre objectivé, celui du Sénat, avec les données des ministères. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus dire c'est un chiffre militant. Et à partir de là, on peut commencer à dire, lorsqu'il y a transparence, bon ben, est-ce qu'il faut couper ceci ? Est-ce que, par exemple, le crédit d'impôt recherche, la taxe au tonnage, le crédit d'impôt jeux vidéo, enfin bref, on a auditionné, on a regardé un certain nombre de dépenses fiscales ou de subventions, et à partir de là, lorsqu'on a la transparence, on peut commencer un travail politique et on peut s'affronter sur des solutions. Jusqu'à là, il n'y avait aucune transparence, donc on restait dans un flou organisé, et je pense que ça a été voulu par un pouvoir politique sur les 20 dernières années. Créer 1 million d'emplois supplémentaires en 5 ans, c'est possible ? Clip du MEDEF.
2014. Pourtant, 1 million d'emplois en 5 ans, c'est juste ramener le taux de chômage de 11 à 9% par exemple. Jouer collectif, s'ancrer dans les territoires, s'inscrire dans la durée, voilà comment nous parviendrons ensemble, à créer 1 million d'emplois d'ici 5 ans. Alors, on se bouge enfin ? Un dernier mot de cadrage avant d'entendre nos autres invités. Vous vous penchez donc sur les grandes entreprises. De quoi s'agit-il ? Quel est le périmètre ? Oui, pourquoi on a pris les grandes entreprises ? D'abord, on a voulu cette commission d'enquête dans un climat social où il y avait 600 et quelques plans sociaux, plans de licenciement, 300 000 emplois évidemment menacés ou supprimés, et dans un contexte budgétaire avec Barnier où on nous annonçait un budget d'austérité. Donc on a voulu lancer. Et lorsqu'on s'est dit, je vais attaquer les aides publiques aux entreprises, il fallait qu'on cadre un peu les choses, parce que 2252 dispositifs, bon. Et je me suis dit, si on met toutes les entreprises, on va aller sur le PME du coin, le boulanger, etc., etc. Et puis on nous dira, regardez, il faut pas couper. Donc on voulait quelque chose d'objectivé, et il fallait cerner un peu les choses, parce qu'en 6 mois, on n'avait pas le temps d'aller sur tout. Donc on s'est dit, si on prend les grandes entreprises, notamment celles du CAC 40 ou à côté, bon, là, ça parlera, mais je rappelle que le chiffre de 211 milliards, c'est pour, évidemment, l'ensemble des entreprises françaises, mais c'était plus intéressant pour nous d'avoir un débat avec des PDG du CAC 40 qui interviennent dans le champ politique. Monsieur Pouyanné, par exemple, le PDG Total Energy, il intervient pour dire qu'il faut la retraite à 67 ans. Monsieur Arnaud ou monsieur Saadé vont dans le bureau de monsieur Trump en pleine guerre commerciale États-Unis-Europe. Bref, le patron des patrons, Patrick Martin, intervient évidemment régulièrement sur les questions sociales, du modèle social et tant d'autres. Donc c'était plus simple d'avoir ce débat avec elle et eux plutôt qu'avec des chefs d'entreprise de TPE, PME. Et je rappelle que vous êtes par ailleurs directeur de l'Humanité. On est effectivement, en termes d'aide à la presse, sur des montants qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous décrivez là. Depuis la publication du rapport, je suis tous les jours attaqué par la fachosphère sur cette question. Ça va me permettre de répondre. Donc l'Humanité, comme tous les autres titres de presse, touche des aides à la presse qui sont importantes, d'ailleurs, dont je rappelle qu'elles sont une garantie du pluralisme et de l'indépendance de la presse qui est garantie constitutionnellement. Et pour un budget du groupe, de l'ensemble du groupe, autour de 30 millions de chiffre d'affaires, on a 3 300 000 euros d'aide directe. C'est important, c'est indispensable, évidemment, et ça permet de faire vivre tout un écosystème au-delà des éditeurs de presse, de la distribution, de l'impression, des kiosquiers. Mais c'est évidemment de l'argent public. D'ailleurs, les aides à la presse sont les seules transparentes. Un tableau est mis à jour, il est disponible au public. Et j'en appelle d'ailleurs que toutes les aides publiques soient de la même façon accessibles au public, aux chercheurs, et qu'elles soient évidemment questionnées comme le sont les aides à la presse. Fabien Dampenon, avec votre point de vue de fiscaliste, vous justement, un mot pour compléter tout ce qui a été dit, peut-être sur l'architecture des ressources fiscales dans notre pays, sur leur évolution également entre impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, TVA évidemment. Oui, tout à fait. Il est important aussi, quand on s'intéresse aux grands équilibres, de regarder les recettes fiscales et de savoir surtout qui, en France, supporte réellement le poids de la fiscalité que le MEDEF condamne régulièrement. Donc, par exemple, j'ai pris des points de comparaison entre 2009 et 2025. Alors, 2009, ce n'est pas une année au hasard, c'est parce qu'en fait, en termes d'impôt sur les sociétés, c'était l'année postérieure à la crise financière de 2008. Donc, on peut évidemment envisager que là, les bénéfices étaient très faibles. Oui, ça n'allait pas très bien. Voilà. Donc, en 2009, l'impôt sur le revenu, c'était 20% des recettes fiscales et l'impôt sur les sociétés, c'était 15%. Sachant que la TVA, c'est toujours approximativement 50% des recettes fiscales. Là, aujourd'hui... Premier poste de recettes fiscales. C'est important de le rappeler, c'est-à-dire tout le monde la paie. Tout le monde la paie, mais ce sont les particuliers qui la supportent. Ouais. Ça, c'est important parce que dans les débats, effectivement, quand des grands groupes étrangers sont régulièrement accusés de ne pas payer d'impôts en France, ils nous disent, moi, je paye 50 milliards d'impôts, mais dans ces 50 milliards d'impôts, ils prennent en compte la TVA qu'ils reversent, mais que c'est vous et moi qui avons payé. Ça, c'est très important de le rappeler. En 2025, sur ces grands équilibres, eh bien, l'IS, l'impôt sur les sociétés, c'est toujours 15% des recettes fiscales. L'impôt sur le revenu, c'est désormais 25%.
Donc, on voit bien au final, avec ces équilibres, que les particuliers, les personnes physiques, supportent 75% de la charge fiscale en France. C'est quand même très important de l'avoir en tête. Et il faut aussi bien comprendre que l'impôt sur le revenu que nous connaissons tous, nous le payons sur nos revenus, tous les revenus que nous percevons, sans aucune diminution, par exemple, due à notre loyer ou d'autres charges que nous aurions. Or, les sociétés sont imposées à un impôt, l'impôt sur les sociétés, seulement sur leurs bénéfices. Autrement dit, quand vous êtes une entreprise, pas de bénéfices, pas d'impôt. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de bien l'avoir en tête. J'ai entendu parler tout à l'heure de certains dispositifs fiscaux avantageux qui permettent de diminuer l'impôt payé par les entreprises. Effectivement, c'est un point très important parce que ça doit absolument être considéré comme une aide publique puisque c'est l'État qui délibérément accepte de ne pas percevoir des recettes au bénéfice donc des entreprises majoritairement. Il faut savoir qu'effectivement, ça représente 60% des aides publiques aux entreprises, ces avantages fiscaux. La taxe au tonnage que vous évoquiez tout à l'heure, il faut le savoir, le plus grand armateur français, grâce à cette taxe qui remplace l'impôt sur les sociétés, au lieu de payer 25% d'impôt sur les sociétés, il paye 2,7%. Son impôt effectif payé, c'est 2,7%. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, et là je m'appuie sur ce sujet, sur des travaux du CNRS qui viennent de sortir, ces aides publiques, en 1979, c'était 2% du PIB. De nos jours, en 2025, c'est 6% du PIB. Donc ça a triplé sur la période. Et dernier phénomène, il y a une concentration, puisqu'on a 5 dispositifs, dont le CIR, Crédit Impôt Recherche, et l'ex-Crédit Impôt Compétitivité Entreprise que vous citiez, qui concentrent 75% des aides publiques. On a parlé d'un grand nombre de dispositifs, mais 5 dispositifs fiscaux concentrent 75%. Ma volonté, François Hollande, janvier 2016. et je l'ai annoncé dès 2014, c'est de transformer aussi vite que possible le CICE en baisse définitive des cotisations sociales. L'avantage de ce basculement, c'est d'abord la clarté dans la représentation exacte du prélèvement social pour l'entreprise. C'est ensuite la pérennisation de la diminution des charges de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute sur l'engagement qui a été pris. Enfin, l'avantage, c'est la généralisation de l'allègement du coût du travail à l'ensemble des activités du pays. Ce qui est important en conclusion de comprendre, c'est qu'en fait, les dépenses publiques, nos impôts, servent désormais en 2025 à soutenir l'activité marchande des entreprises plutôt que les services publics tels que la santé et l'éducation. Est-ce que, dans ce contexte, à la lecture de ce rapport de la commission sénatoriale, vous avez été surpris par l'ampleur des chiffres annoncés ? Alors, j'ai déjà été surpris par la qualité des travaux qui intégraient une vision globale, c'est-à-dire effectivement autant les subventions directes que la prise en compte des exonérations fiscales. Sur l'avis qui a été évoqué tout à l'heure, est-ce que cette opacité, ce flou qu'on avait est délibéré ? On sait tous que Bercy est un ministère réputé pour sa rigueur, c'est le ministère du chiffre. À titre d'exemple, on nous a annoncé la semaine dernière, par exemple, que la Direction générale des finances publiques s'orientait vers l'abandon du chèque comme moyen de paiement pour les particuliers et, à l'appui de cette proposition, un chiffrage très précis des coûts de recouvrement pour la DGFiP du chèque. Donc si Bercy est capable de chiffrer combien lui coûte un chèque, je pense qu'il était capable, s'il y avait cette volonté politique, de chiffrer très précisément les aides aux entreprises. Nadia Sali, vous qui êtes déléguée syndicale à ST Microelectronics, avec vous ce sera un petit peu notre étude de cas dans cette émission en tout cas. Un mot sur déjà cette entreprise, qu'est-ce qu'elle produit, comment et pourquoi elle a touché des subventions. C'était notamment dans le cadre d'une volonté de souveraineté sur la production électronique, sur la volonté de relocalisation. Avant, au printemps dernier, d'annoncer un plan de départ volontaire, donc des suppressions de postes. Il y a une question d'ailleurs sur les termes que vous contestez aussi, Nadia Sali. Oui, donc pour présenter l'entreprise, ST Microelectronics, donc c'est une entreprise du CAC 40 qui a pour actionnaire l'État français et l'État italien. Il y a 50 000 salariés dans le monde et 12 000 en France. Et pour la cartographie, c'est 90% d'ingénieurs, techniciens et à peu près 10-11% d'ouvriers. Et donc, en fait, c'est une entreprise qui fabrique des semi-conducteurs, mais plus précisément des composants électroniques.
Et en fait, cette entreprise bénéficie d'aides publiques depuis de nombreuses années, puisque produire des puces électroniques, en fait, est très capitalistique, que ce soit avoir une salle blanche, des équipements pour produire des composants, sont des équipements de plus en plus chers. Donc, il y a besoin de capitaux et l'État français notamment, mais aussi l'État italien et très certainement d'autres États dans le monde donnent beaucoup d'argent en comparaison avec d'autres entreprises. Donc, il y avait eu ce chiffre parce que notre PDG a été auditionné justement dans le cadre de la commission d'enquête. Pour l'année 2023, il y a eu une aide publique française de 487 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et en 2022, donc suite à la crise Covid, puisque tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait des composants électroniques dans tout ce qu'on pouvait consommer, il y a eu la crise pénurie mondiale des puces, la Global Chip Crisis de la sortie du Covid. Ouais. Il y a eu une pénurie de composants, il y a des chaînes... il faut rappeler, pardonnez-moi, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi on parle, ce sont des composants électroniques qu'on trouve absolument partout, de notre téléphone jusqu'à une machine à laver qui est opérée par des composants électroniques. On en trouve partout, dans les ordinateurs, les téléphones portables, etc. Il y en a partout. Et du coup, il y a eu cette prise de conscience que ces puces étaient partout et beaucoup de chaînes de production, quels que soient les secteurs, étaient bloquées. Et il y a une volonté de tous les États dans le monde, et notamment de la France et de l'Europe, de financer justement l'augmentation d'une capacité de production, puisque pendant des années, en fait, la capacité de production européenne a reculé par des choix des patrons et puis validés par les politiques. Donc Emmanuel Macron est venu en 2022 sur l'un des sites de ST Microelectronics en Isère, à Crolles, pour annoncer un plan d'investissement de 7,5 milliards d'euros avec une subvention publique d'État français pouvant aller jusqu'à 2,9 milliards d'euros. Donc, quand on parle de budget, de discussion, ça pose question. Et parmi les engagements de l'entreprise, c'était d'augmenter la capacité pour répondre justement à la volonté de l'Europe de doubler sa capacité à horizon 2030, mais aussi de créer 1000 emplois. Et sauf que depuis le début de l'année, notre PDG a annoncé un plan de restructuration de l'entreprise visant à supprimer des lignes de production, à les délocaliser tout ou partie en Asie, et aussi à supprimer 1000 emplois. Donc, M. Macron était venu pour créer 1000 emplois, et puis là, cette année, on va supprimer 1000 emplois en France. Donc, ça pose question, justement, sur les contreparties exigées par les subventions qui sont données aux entreprises. Il se trouve que ce qui est avancé, c'est que la subvention ne concernait pas la même chaîne de production, je crois, que celle où on va supprimer des emplois. Oui, alors il semblerait, parce que là on parlait de transparence tout à l'heure, mais c'est vrai que à chaque fois que l'État donne des subventions à une entreprise, il y a des conventions qui sont signées entre l'État et les entreprises qui ne sont pas rendues publiques. Donc ça, c'est un premier problème. Et du coup, lorsque nous avons discuté dans le cas des CSE avec la direction, et qu'on leur fait remarquer justement qu'on va recevoir de l'argent sur plusieurs années à hauteur de 2,9 milliards pour créer 1000 emplois, et qu'aujourd'hui ils veulent en supprimer 1000, ils nous disent, en fait, la création des 1000 emplois, c'était pour le site de Crolles, et précisément sur l'usine de production Crolles 300 mm. Donc là, de Grenoble. Oui, parce qu'en fait, sur Crolles, il y a 2 usines de production, Crolles 200 mm qui veulent fermer, et Crolles 300 qui est une usine plus moderne, dont ils veulent augmenter la capacité. Et donc, ces fameux 1000 emplois promis, ils devraient être cantonnés que sur cette usine de production, et les autres sites, finalement, ils s'en lavent les mains. Donc ça, c'est un petit peu scandaleux que de prendre d'une main et reprendre de l'autre, quoi. Fabien Gay, une réaction à ce cas de ST Microelectronics. Quand vous avez auditionné les dirigeants de ST Microelectronics, notamment Jean-Marc Chéry, vous avez rappelé que l'entreprise a payé moins de 100 000 euros d'impôts en France en 2023. Ah ben ça a été pour moi, des plus belles auditions parce qu'elle concentrait à peu près tout ce que je pouvais dénoncer.
C'est-à-dire une entreprise qui touche des aides publiques, verse des dividendes, pratique le rachat d'actions et licencie. Et ça, la masse populaire, les gens ne le supportent plus, ne le comprennent plus et les mettent en colère de façon assez légitime. M. Chéry, c'était très intéressant parce qu'il y a beaucoup de PDG qui sont venus et qui ont dit, avant de parler des aides publiques, je vais dire combien on a de prélèvements obligatoires, combien d'impôts je paye, combien de salaires je donne, combien de cotisations, enfin bon. Ils voulaient avoir un tableau assez général, ce qui était très bien d'ailleurs, parce qu'après on pouvait avoir un débat assez éclairé sur plein de choses. Moi, je poussais à cela. D'ailleurs, l'administration, elle disait non, secret des affaires, secret fiscal. Et il y a beaucoup de PDG finalement qui sont venus et qui ont donné le montant de l'imposition. Et je suis d'accord avec vous, souvent en mélangeant un peu tout. Mais bon, c'est-à-dire même la TVA reversée, etc. etc. Ce Chéry, c'est intéressant parce qu'il nous a fait donc le topo et je lui ai dit mais combien d'impositions? Il avance le chiffre de 200 millions de mémoire et je lui dis mais en France, en France c'est plus complexe. D'ailleurs ça me permet de saluer parce que beaucoup de syndicalistes m'ont donné des informations puis des lanceurs d'alerte. Et là en l'occurrence un lanceur d'alerte qui n'était pas du tout syndicaliste qui m'avait donné le montant de l'imposition. Donc sur 5 années de référence, 3 ou 4 fois 0 et une fois 100 000 euros. Donc je l'ai donné. Je dis mais moi je l'ai si vous ne l'avez pas. Donc j'ai donné les chiffres. Mes collègues de droite étaient assez stupéfaits qu'une entreprise qui a accompagné à hauteur de 500 millions d'euros, et notamment c'est 55% du total de recherche et développement de l'entreprise. C'est quand même l'entreprise la plus aidée en termes de recherche et développement, paye 0% d'impôts dans des schémas d'optimisation, voire d'évasion fiscale, il faut le dire. Donc là, sa seule réponse a été de dire « Je vous trouve agressif, monsieur Gay ». Je lui dis « Non, je ne suis pas agressif, je vous repose une question ». Donc effectivement, il a été obligé d'avouer que c'était 0. Après, il m'a dit « Mais de toute façon, les chiffres sont publics ». Donc je lui ai dit « Non, ils ne sont pas publics », puisque pour le coup, si un certain nombre d'entreprises mettent leurs slides présentés aux actionnaires de façon en accès libre, ce n'est pas le cas de ST Microélectronique. Et personne ne peut comprendre qu'une entreprise aidée à hauteur de 500 millions dans la recherche, de 2,9 milliards pour monter une nouvelle usine, licencie 1000 personnes. Là aussi, il a contesté le chiffre de 1000. Et il a contesté aussi que ça serait un plan de licenciement. Donc, il a parlé de plan de départ volontaire. Moi, j'ai répondu toujours à ça. Je ne connais aucun salarié qui se lève le matin pour être volontaire, pour être licencié. Ça, il faut arrêter avec cette novlangue. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus de plans sociaux. C'est des plans de départ volontaires, des non-remplacements à la retraite, mais à la fin, c'est 1000 emplois. C'est sauvegarde de l'emploi. Oui, plan de sauvegarde. Moi, je refuse tous ces termes-là, c'est des licenciements. Et pire que tout, il y a plan de départ volontaire. Alors ça, je ne comprends pas. Moi, mes parents ont été ouvriers toute leur vie à l'usine Saft, et j'ai vu les dégâts des plans de licenciement successifs chez nombreux copains et camarades. Ça fait toujours aussi mal. Enfin, et je finis, pour moi c'est éclairant parce que le crédit d'impôt recherche a concentré beaucoup de nos interrogations. Et là, pour le coup, presque 500 millions, c'est énorme. Alors évidemment, c'est ultra capitalistique, on est dans une compétition internationale, etc., etc. Mais quand même, le crédit d'impôt recherche, peut-être qu'on y reviendra, a concentré beaucoup de nos interrogations. Et d'ailleurs, on fait un certain nombre de recommandations, je pense, qui peuvent faire mouche et qui devraient d'ailleurs être adoptés de façon majoritaire pour changer les cadres du crédit d'impôt recherche qui coûte chaque année 8 milliards d'euros au budget. Quand je regarde les chiffres... Olivier Rittmann, sénateur LR. Je ne suis pas habitué à ces chiffres-là, où je vois quand même des aides publiques conséquentes. Audition de ST Microelectronics. Pour ainsi dire, pas de retour sous forme d'impôts et taxes. Et je n'accepte pas le fait de dire, oui, mais on paye énormément, on paye 2 milliards au niveau impôt monde, parce que les 487 millions d'euros, ils viennent de la France, ils ne viennent pas du monde. Moi, j'y trouve, honnêtement, en tant que parlementaire, j'y trouve pas mon compte. Encore une fois, une société a besoin de quoi? Jean-Marc Chéry, PDG de ST Microelectronics. On a besoin de règles. Donc, je répète, quand ST Microelectronics vient solliciter une aide, c'est parce qu'il y a un caractère incitatif, et ensuite, elle est strictement contrôlée pour être conforme aux paramètres d'entrée qui ont été les critères clés de décision à l'obtention de cette aide.
Nadia Sali. Oui, alors c'est vrai que sur les termes employés, par rapport, c'est pas un plan de licenciement, voilà, mais c'est un plan de suppression d'emplois parce que lui-même, donc notre PDG dit qu'on remplacera un départ sur 3. Et puis après, par la force des choses, comme 2 lignes de production sont arrêtées, bah, ce sont quand même plus de 1000 personnes et jusqu'à presque 1500, je dirais, toutes activités confondues arrêtées, qui vont voir leur emploi supprimé. Donc, que vont devenir ces personnes? Donc, on les pousse un peu volontairement vers la sortie. Voilà. Donc, et sur... c'est vrai que par rapport aux aides que l'on reçoit, donc on a été heureux de la commission d'enquête parce que finalement, on a eu des chiffres que d'habitude, on n'a pas. Donc, notre PDG a donné les chiffres précis que nous n'avons pas, alors que dans les cas des CSE, normalement, les experts ont accès à ces chiffres. Et d'ailleurs, le dernier rapport lors de la présentation des résultats financiers de juin de 2024 en 2025, notre expert comptable a pointé du doigt que, par exemple, sur la question des allègements de cotisations sociales, la direction ne lui avait donné aucune information. Donc la seule information qu'on a pu obtenir, c'est grâce à la commission d'enquête que vous avez pu dérouler. Si vous me permettez juste de rebondir, parce que j'ai reçu des milliers de messages comme cela, des témoignages, en disant ça fait 20, 30 ans que je bosse dans telle et telle boîte, jamais on n'avait eu accès aux chiffres. Et pour moi, une des recommandations majeures de notre rapport, c'est la recommandation 4 sur la transparence. Ce que je demande, ce que nous demandons, parce que le rapport a été adopté à l'unanimité, je le rappelle, que les CSE disposent chaque année du montant de chaque aide publique. Et je le redis, les 33 PDG qui sont venus, dont le vôtre, s'est déclaré favorable à la transparence devant notre commission. Ils l'ont fait devant notre commission. Moi, j'en appelle maintenant à ce que ces 33 PDG, et beaucoup d'autres, n'attendent pas qu'il y ait un changement de loi, appliquent cette transparence chez les CSE. J'étais il y a 15 jours encore chez Dunlop dans l'Allier, qui avait des questions. Eux aussi demandaient pourquoi vous n'avez pas auditionné le PDG de Dunlop. J'ai dit je ne peux pas auditionner les 4 millions de PDG des entreprises. Mais le mieux pour que la transparence soit faite, c'est qu'elle soit faite dans l'entreprise, que les responsables syndicaux, les délégués syndicaux disposent des chiffres et que le débat ait lieu dans l'entreprise sur la transparence et l'utilisation après de cet argent. C'est vous le mieux placé plutôt que moi de mon côté au Sénat. Donc j'insiste sur cette recommandation, elle est majeure et à mon sens, elle changerait beaucoup de choses si le débat avait lieu dans chaque entreprise partout en France. Perspective. Clément Olivier. Fabien Dampenon, on a parlé du crédit impôt recherche, on a parlé du CICE qui a été transformé en exonération. Un mot également sur le pacte Dutreil qui date du début des années 2000, qui est une niche fiscale qui allège la fiscalité sur la transmission des entreprises familiales. Oui, alors c'est un exemple significatif qui en plus était sous le feu de l'actualité récemment. Pour comprendre, en fait, tous les Français connaissent un petit peu les droits de succession. Ça veut dire que lorsqu'il y a une transmission de patrimoine, il y a une taxe qui est prélevée par l'État. Et donc, le pacte Dutreil, en fait, s'applique spécifiquement à la succession des transmissions d'entreprises et les exonère à hauteur de 75%. Et en plus, permet d'exonérer, en plus des biens professionnels, tous les biens personnels, œuvres d'art, chalets à Mégève, tant qu'ils ne représentent pas 50% du patrimoine. Le chalet à Mégève, c'est l'exemple qui est souvent donné, qui n'a bien sûr rien de professionnel, tout le monde est d'accord. Et donc, début juin, le député du Cher, Nicolas Sansu, a proposé, dans une proposition de loi, d'en restreindre la portée. Alors, j'insiste, il n'a pas proposé de le supprimer, donc rien de provocateur, il a proposé de le restreindre en disant qu'il voulait en sortir de cette exonération les biens personnels qui n'avaient rien à y faire, et il voulait aussi que l'exonération, au lieu d'être à 75%, soit à 50%, mais au-dessus de 50 millions d'euros, donc seulement pour les très grandes entreprises. J'insiste sur des propositions qui, de mon point de vue de fiscaliste, étaient très raisonnables. Rien de révolutionnaire dans son projet, c'était mettre fin à ce qui était très clairement un abus.
La fiscalité des donations et successions est un outil essentiel. Nicolas Sansu, Commission des finances de l'Assemblée. Or, nous savons parfaitement que les droits qui sont réellement acquittés par les plus riches sont tout à fait dérisoires. Mai 2025. Les plus fortunés parviennent habilement à mélanger leur patrimoine professionnel et leurs biens personnels pour repousser le moment de payer l'impôt. Ils parviennent à remonter leurs revenus dans des holdings qui accumulent les bénéfices non distribués et dont les parts ou actions peuvent ensuite être transmises à faible coût en raison d'un ensemble de niches fiscales. J'ai donc décidé de prendre au mot la ministre des Comptes publics, qui nous a invités à rationaliser les dépenses fiscales pour trouver des gisements d'économie. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a donc pour objectif d'encadrer le pacte Dutreil, non de le supprimer. Eh bien, malheureusement, il y a eu une levée de bouclier dans les médias, bien sûr, du MEDEF, du gouvernement, de la droite et de l'extrême droite, qui se sont exprimés majoritairement contre toute atteinte à ce dispositif, et donc le texte a malheureusement dû être retiré. Je voulais aussi compléter peut-être sur le crédit impôt recherche. À titre d'exemple, j'enseigne la fiscalité depuis 15 ans dans un diplôme de gestion, et donc je soutiens des mémoires d'étudiants, et il apparaît aux yeux de tout le monde que le CIR est maintenant disproportionné par rapport à ses résultats. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai successivement soutenu 2 mémoires de 2 étudiants qui souhaitaient en restreindre les montants. Et ce qui était intéressant, c'est que le premier étudiant souhaitait concentrer le crédit impôt recherche seulement sur les PME qui, pour lui, en avaient le plus besoin au détriment des grands groupes. Et l'étudiant d'après m'a expliqué totalement l'inverse. C'est-à-dire que pour lui, c'était au contraire les grands groupes qui devaient continuer à bénéficier du CIR parce que c'était, selon lui, les moteurs de l'emploi, ce que je ne partage pas. Je terminerai avec la notion des emplois qui ont été évoqués sur le groupe-là, avec une promesse de 1000 emplois et au final, on en supprime 1000. La Direction générale des finances publiques, qui est l'administration civile qui a le plus supprimé d'emplois depuis qu'elle existe, on est à 40 000 emplois supprimés depuis sa création sur 140 000 agents. On nous avait promis en 2025 que ça serait la première année qu'il n'y aurait pas de suppression d'emplois. Et malheureusement, on le sait tous, vu la gestion désastreuse du budget par le gouvernement, nous avons encore dû cette année continuer à supprimer des emplois. Et bien sûr, on nous annonce des suppressions massives encore en 2026. C'est ça, c'est la question des moyens, des corps de contrôle dont vous faites partie, Fabien Dampedon. Alors, il y a eu effectivement des grands plans, des grandes annonces gouvernementales sur le renforcement des corps de contrôle. Il faut quand même avoir bien en tête que ces renforcements n'étaient que dans des périmètres d'emploi qui diminuaient chaque année. Ce qui voulait dire que mécaniquement, chaque fois qu'on proposait de renforcer les contrôles, c'était pour mettre encore plus en difficulté les agents de la Direction générale des finances publiques qui étaient consacrés aux autres missions. Or, on le dit souvent, le contrôle ne peut se dérouler correctement que quand la gestion des impôts est faite de manière optimale. Et donc, effectivement, bien avoir en tête que toutes ces annonces de renforcement des corps de contrôle étaient donc malheureusement à enveloppe même pas constante, mais en diminution, et donc au final mettait encore plus en difficulté la Direction générale des finances publiques. Nadia Salim. Sur la question du crédit impôt recherche, j'aimerais souligner qu'effectivement, il y a quand même une forme d'optimisation fiscale des entreprises que pratique ST Microelectronics, du fait parce que le crédit impôt recherche est plafonné par entreprise juridique. Et en fait, les grands groupes, dont le mien, ont l'habitude d'avoir plusieurs filiales en France, alors qu'avant c'était un groupe complet, et pour toucher autant de CIR que de filiales dans le pays, et notamment par exemple pour le site de Crolles sur lequel je travaille, il y a 2 entités juridiques, mais on n'a qu'un CSE, qu'un établissement. À Grenoble, pareil. Donc là aussi, c'est peut-être un moyen... légale. Oui. Mais voilà, très habile, parce que en crédit impôt recherche en 2023, 119 millions d'euros ça a coûté à l'État. En 2024, 130 millions. Et depuis des années, c'est comme ça. Il y avait eu une tentative il y a eu une commission d'enquête il y a plusieurs années sur le crédit impôt recherche. On avait été auditionné, mais le rapport n'avait pas été voté pour sa publication. Et par ailleurs, cette filialisation qui permet de répartir ou d'orienter les endroits où sont faits les bénéfices dans le monde ou dans l'Union européenne. Ah oui, on a ce qu'on appelle les prix de transfert. Donc, il faut nous rappeler ce que sont les prix de transfert. Ce sont les prix des transactions transfrontalières intra-firmes, en fait, entre des parties. En fait, je disais, l'entreprise est une entreprise franco-italienne avec un actionnariat des 2 États.
qui ont une minorité de blocage. Donc, c'est eux qui contrôlent quelque part l'entreprise s'il y avait un souci ou une OPA ou tout ça. Et en fait, la société mère, elle est basée en Hollande, donc paradis fiscal. Et le directoire donc, est basé à Genève. Et donc, du coup, quand par exemple on produit des composants électroniques en France, la filiale va les revendre à la société mère qui est en Hollande à un prix, ce qu'on appelle de transfert, qui est assez faible par rapport au prix qui sera sur le marché ensuite. Du coup, les bénéfices sont très peu faits en France, mais plutôt en Hollande, d'où d'ailleurs de très faibles bénéfices déclarés en France, d'où les impôts qui s'en succèdent, et aussi la participation aux bénéfices des salariés français, parce que pendant plusieurs années, on a eu 0 € de participation, alors que l'entreprise, elle était bénéficiaire à plusieurs milliards des fois dans le monde. Ce sujet, Fabien Dampenon, il mène assez directement à la question qui vient d'être abordée du libre-échange, de la mondialisation, et de finalement qu'est-ce que c'est qu'une politique économique, qu'est-ce que c'est qu'une politique fiscale d'un pays aujourd'hui. Est-ce que les États, avec vous, votre point de vue de fiscaliste, et peut-être pas seulement la France, en se retrouvant comme ça en concurrence sur la scène productive et fiscale mondiale, ils ont abandonné un certain nombre de leurs outils classiques, et finalement ces aides aux entreprises et cette politique de l'offre ou de l'offrande, selon le mot un peu méchant de Christian Salmon, n'est finalement la seule chose qui leur reste à leur disposition. Alors mon opinion de fiscaliste, et les prix de transfert, c'est ce que j'enseigne à l'université. Mon opinion donc, c'est que très clairement, c'est la fiscalité qui prend le pas sur l'économie dans les décisions qui sont faites au sein de ces groupes mondialisés. On citait tout à l'heure effectivement les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont été mis sous les feux des projecteurs lorsque Google, après une longue procédure devant les tribunaux français, a négocié une convention judiciaire d'intérêt public pour mettre fin à ce contentieux. Ce dispositif, effectivement, était effectivement visé avec ce qu'on appelait le Dutch sandwich, c'est-à-dire effectivement l'interposition de sociétés avec au milieu une société néerlandaise, parce qu'effectivement, chaque pays a des dispositifs fiscaux. Nous avons, nous, le crédit impôt recherche qui sert donc en principe officiellement à relocaliser la recherche en France. Les Pays-Bas sont des mécanismes très attractifs en matière, par exemple, de brevets, qui permet effectivement aux entreprises de délocaliser les brevets. Et donc, ce mécanisme, effectivement, on appelle de déplacement de la base d'imposition, a des conséquences très concrètes sur les salariés. Il faut savoir que, par exemple, les salariés français touchent beaucoup moins de participation parce que les bénéfices faits en France sont amoindris du fait des prix de transfert. Fabien Gay, en 2020, il y a un économiste qui s'appelle Frédéric Farah qui avait forgé la notion de fake state. Alors le terme était volontairement comme ça frappant dans un livre du même nom, Fake State, où il montrait en reprenant beaucoup de travaux antérieurs en fait, comment l'État s'était lui-même dépouillé de ses moyens d'action, de politique économique, de politique fiscale. Est-ce qu'il était ce fake state, ce faux État entre guillemets, dans un état de gesticulation et de mise en scène de son pouvoir? C'est pour ça que je posais la question comme ça. Est-ce que faire des aides aux entreprises, c'est tout ce qu'il lui reste à l'État contemporain? Non, mais en fait, il n'y a pas de vision stratégique. Nous, on parle de nouvelles doctrines des aides publiques. Par exemple, une question doit se poser. Est-ce qu'on doit financer des projets qui sont rentables? Est-ce qu'on doit financer des multinationales qui versent plusieurs milliards de dividendes aux actionnaires? D'ailleurs, on propose qu'on déduise le montant des aides publiques du montant distribuable aux actionnaires, avec une idée clé. L'argent public ne doit pas servir aux actionnaires, mais à l'emploi, au salaire, à la formation, à l'investissement. Il n'y a pas de doctrine, en fait. On aide tout le temps, on saupoudre comme ça. On pose une autre question. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire des avances remboursables plutôt que des subventions directes, en disant, voilà, ça, on vous donne de l'argent, si ça marche, ça met le bénéficiaire en tension, parce que lui-même est proactif. Et en plus, si ça marche, la puissance publique, elle retrouve ses deniers. Plutôt une belle idée. D'ailleurs, je le dis, c'était une idée de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, dont on ne peut pas dire que je sois un proche. Mais on a trouvé un compromis sur cette question. Mais justement, donc, ça n'empêche pas de faire de l'optimisation fiscale en faisant bouger les bénéficiaires. D'abord, d'avoir une nouvelle doctrine des aides publiques. Voilà. Je pense qu'on est déjà
quelque sorte un paradis fiscal. Parce que vous citiez le crédit d'impôt recherche, par exemple, c'est une vraie question. Mais ça ne permet pas du tout de relocaliser un certain nombre d'emplois de chercheurs. On a découvert que le crédit d'impôt recherche était... Tout le monde pouvait faire du crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire il n'y avait pas besoin d'être un chercheur. Deuxième question, on peut en sous-traiter 30%, dont une partie à l'étranger. Donc on finance, avec nos impôts, de la recherche au sein de l'Union européenne, notamment dans les pays de l'Est ou en Allemagne. C'est quand même une question. Vous parliez de la fiscalité des brevets. Mais on en a un aussi, on a découvert ça. Ça s'appelle l'IP Box. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Pourtant, pour certaines entreprises, ça triple le montant du crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire que vous avez une fiscalité sur les brevets à 25%, vous tombez à 10%. Nous sommes donc dans un schéma d'optimisation fiscale totale, et je peux le dire, c'est des montants extrêmement significatifs. D'ailleurs, c'est le seule aide qu'aucun patron n'a voulu donner le montant à l'oral. Ils nous l'ont tous versé par écrit. D'ailleurs, il y a eu des débats ensuite sur ces questions-là. Donc, voilà, on a déjà des débats. Nous, on propose une nouvelle doctrine, on propose un État stratège. Enfin, j'en finis sur le crédit d'impôt recherche. Par exemple, si on avait une vision, on a proposé donc nous sortir de certains secteurs d'activité, voilà, réduire le périmètre quand même de sous-traitance. Et par contre, on a une vraie question. C'est moi qui l'ai proposé. J'ai dit à l'inverse de ça, on pourrait proposer un bonus à des entreprises si elles industrialisent leur recherche en France. Par exemple, je reprends votre cas, STM Microélectronique qui a eu beaucoup d'argent public, notamment à Tours, sur la recherche d'un nouveau microprocesseur, dont il avait été dit que l'industrialisation se ferait à Tours, dont on apprend, dans le même mouvement que les 1000 plans de départ volontaires contraints, que l'industrialisation de ce nouveau microprocesseur va se faire en Chine. Si, avec notre système, il y aurait eu un bonus pour STM s'il l'avait industrialisé en France. Voilà quand même des... J'aime pas dire le bon sens, parce que tous les libéraux disent ça maintenant, donc le bon sens, c'est en vérité de droite, dans leur bouche. Mais voilà une nouvelle doctrine qui pourrait irriguer un certain nombre de choses. Moi, je le dis tranquillement, je pense qu'un certain nombre d'entreprises qui sont accompagnées de façon significative n'en ont aucun besoin. Quand on voit des milliards donnés à des actionnaires, du rachat d'actions, des licenciements et des projets rentables, je pense qu'on devrait réorienter ça sur nos PME, nos TPE qui en ont besoin, etc., etc. Ça serait une vision stratégique. Et après, il y a, regardez, on propose de rationaliser les 255 dépenses fiscales. Je propose par exemple un certain nombre, je parlais du crédit d'impôt jeux vidéo ou taxe au tonnage. Il y a quand même ces deux-là. Il y en a d'autres, hein. Je prends ces deux-là parce qu'il a été question. 95% de cette dépense fiscale va à un seul acteur. Un seul. Bon, taxe au tonnage, CMA-CGM, il l'a d'ailleurs reconnu, et crédit d'impôt aux jeux vidéo, Ubisoft, qui là aussi, il y a beaucoup de questions autour des conditions de travail dans cette entreprise. Une dépense fiscale où 95% va à un seul acteur, moi je propose que la puissance publique et le Parlement s'emparent de cette question et se disent, est-ce que nous devons financer une dépense fiscale pour un seul acteur? Voilà, je pose la question. Bon, en tout cas, je la poserai au prochain budget. Voilà, moi, là, je ne vais pas plus loin en tant que rapporteur. On a dit, un débat se pose. Je reprendrai ma liberté de parole, évidemment, au moment du budget. Donc voilà, nouvelle doctrine, et effectivement, arrêtons un certain nombre de questions assez légitimes, et je pense qu'on peut arriver à se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Et puis après, il y en aura d'autres, évidemment, qui seront en débat, mais le crédit d'impôt recherche, ça fait des années, vous parliez d'un rapport qui était déjà à l'initiative du groupe communiste au Sénat il y a plus de 12 ans, qui avait été enterré à l'époque par la droite. Et quand j'ai parlé, je finis par ça, avec les agents de la DGFIP qui font les contrôles. J'ai passé une après-midi avec eux. Ils m'en ont appris beaucoup. Par exemple, vous savez qu'une entreprise qui est aujourd'hui qui est contrôlée pour le crédit d'impôt recherche, elle n'a aucune obligation de remplir les papiers avant. Donc quand le contrôle commence, on dit « Ah, stop !» On revient 4 ans avant et puis on dit « Ah, au fait, monsieur... toi, tu as fait la recherche, non, les 4 dernières années, tu prends nous remplir le papier. » Donc, par exemple, on propose... Oui, c'est comme ça. C'est les agents qui nous ont... C'est pour ça que je voulais passer une après-midi avec eux. Parce que ça, c'est pas le ministre qui me l'aura appris. Lui, il n'en sait rien. C'est l'agent qui fait le contrôle. Donc, par exemple, on voudrait rendre opposable le fait que, par exemple, pour le suivi du crédit d'impôt recherche, dès la première heure de recherche, on remplisse les papiers, ce qui faciliterait les contrôles faits par les agents. Ça semble de bon sens, mais c'est pas fait aujourd'hui.
Nadia Sali, on voit que également le sujet la rejoint, une émission qu'on a faite récemment sur les enjeux de réindustrialisation, ou en l'occurrence de désindustrialisation, et sur le fait que les ingés cadres tech ne sont pas du tout immunisés contre des délocalisations de postes et des suppressions d'emplois. Là, c'est le cas chez vous. Oui, tout à fait. En fait, on touche du crédit impôt recherche donc depuis des années, de gros montants, mais dans le plan de suppression d'emplois, dans le périmètre des salariés qui sont dans le viseur, on a des ingénieurs R&D, recherche et développement. Donc là aussi, d'une part, on se pose des questions parce qu'on touche de l'argent pour avoir ces emplois. Et d'un autre côté, pour nous, ça met une difficulté pour l'avenir de l'entreprise et cette fameuse souveraineté industrielle. Donc, ça pose question. Et par rapport aux propositions qui sont faites, c'est vrai que nous, on se pose des questions par rapport au montant d'aide qu'on reçoit et quand on compare les montants des dividendes et des rachats d'actions. Pour reprendre 2023, 487 millions, on disait, d'aides et distribution 568 millions de dollars. Donc bon, c'est pas des euros, mais c'est pareil. Donc en fait, comme pour le crédit impôt recherche, nous on a la sensation que les aides au lieu d'aider à faire plus, c'est plutôt un remplacement de l'effort de l'entreprise. Et finalement, les aides qui sont perçues de manière globale, elles sont distribuées directement aux actionnaires. Et donc ça, nous, on ne trouve pas ça très normal. C'est socialiser les coûts, privatiser les profits selon la vieille formule, oui. C'est souvent ça, oui. Vous posez la question de savoir si une entreprise licencie au moment où on doit décider de lui octroyer l'aide, est-ce qu'on accorde l'aide ? Audition de la Direction Générale des Entreprises. Ou si elle licencie après l'octroi de l'aide ? Les deux ? Mars 2025. Il y a une analyse qui est faite sur la conformité au cahier des charges de cet appel à projet notamment. Et en général, il n'y a pas dans l'appel à projet un critère qui dit que l'entreprise n'est pas éligible si elle est en train de licencier. Fabien Dampenon, un mot pour finir. La CGT et son UGICT depuis longtemps maintenant plaide pour une conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Est-ce que cette notion de conditionnalité, dont l'inverse plutôt a bien été expliqué par Fabien Gay, est-ce que cette conditionnalité elle est suffisante en soi ou encore faudrait-il évaluer, tirer des bilans de l'efficacité de ces aides et par ailleurs peut-être que un pouvoir politique qui voudrait avoir une orientation donnée voudrait savoir où flécher ces aides. Oui. Tout à fait. Pour nous, l'évaluation est le préalable nécessaire au conditionnement de ces aides. Alors effectivement, l'UGICT a son congrès en fin d'année, donc nous sommes en train effectivement de travailler sur ce qu'on appelle les documents d'orientation qui relèvent effectivement ce que nous revendiquons à l'UGICT sur ces sujets de financiarisation du monde de l'entreprise. Et dans la Fédération des finances, les travaux préparatoires que nous avons sur le congrès de l'UGICT... dont vous faites partie, oui. Ces sujets, effectivement, de contrôle de l'aide publique, de réduction, voire suppression du CIR, sont actuellement débattus, donc nous, auprès de la Fédération des finances, des ingénieurs, cadres et techniciens. Nadia Sali. Oui, c'est vrai qu'il faut conditionner les aides, mais préalablement, je pense qu'il faut une transparence des aides, vis-à-vis notamment, comme ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Gay, dans les CSE, parce qu'en fait, on est le mieux placé pour vérifier et contrôler et suivre justement les engagements, avant même qu'une aide, avant même qu'une aide soit accordée, que ça puisse passer en CSE et que les élus puissent donner un avis. Et du coup, un suivi, parce que par rapport à la stratégie industrielle de la France et de l'Europe, récemment, je parlais du projet européen European Chips Act qui a validé justement le montant d'aide que j'évoquais tout à l'heure par M. Macron. Dans ce cas-là, il y a eu un rapport il y a quelques semaines qui évaluait justement si les objectifs de doubler la capacité de production des puces électroniques, des composants, allaient être tenus à horizon 2030. Et en fait, il s'avère que non. Et pointer le manque de contrôle et de suivi. Et en fait, aujourd'hui, la politique industrielle en France, c'est plus une politique à guichet, sans cohérence, et pas de suivi, pas de contrôle. On donne de l'argent comme ça,
Donc, c'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent, mais continuer dans ces conditions, ça va pas marcher. Fabien Guay, un dernier mot. Oui, dans la nouvelle doctrine des aides publiques qu'on propose, par exemple, j'ai été assez stupéfait qu'il n'y ait aucun critère d'éligibilité. Vous avez des questions, est-ce que l'entreprise française, pour concourir à des aides publiques, doit respecter la loi? C'est pas Est-ce que c'est pas évident? Alors, par exemple, nous, on pose une condition, on dit toute entreprise qui sera condamnée pour fraude fiscale, discrimination systémique, travail illégal ou atteinte à l'environnement ou qui ne publie pas ses comptes, suppression des aides publiques pour 2 ans. Très peu de conditions en réalité. D'ailleurs, j'ai été assez stupéfait là aussi sur le CICE. On a eu lourdement un débat, 120 milliards sur 6 ans. Des chefs d'entreprise, et à juste raison, m'ont dit, mais monsieur Guay, vous nous posez des questions sur le CICE, mais il n'y a aucune condition. Donc on nous a oui, c'est pas de notre faute, quoi. Oui, nous, on prend l'argent quand on nous le donne. Oui, honnêtement, je dois leur rendre le point. C'est la question, c'est Hollande d'ailleurs qui n'a pas voulu venir devant la commission d'enquête, ce que je déplore. Mais on n'avait posé aucune condition. Donc on ne peut pas reprocher à des chefs d'entreprise de ne pas respecter des conditions qu'on ne leur a pas posées. Donc là aussi, il y a une question. Par exemple, nous, on propose qu'en cas de délocalisation, ils remboursent toutes les aides publiques sur 2 ans. Au moins, c'est clair. Ici, le contrat, si vous délocalisez, vous rembourserez. Et enfin, je partage avec la transparence et l'éligibilité une aide, un objectif, une condition, et clair dès le départ, pas comme le CICE où on a organisé le flou, puis il a suivi la transparence, c'est-à-dire du suivi de l'évaluation. Est-ce que ça marche? Par exemple, j'en reviens et je finis par là, le pacte Dutreil, le président LR de la commission, M. Rittmann, que vous avez cité au début, je le cite à la fin, il est très attaché au pacte Dutreil, très très attaché, président de la délégation d'entreprise. Pour lui, c'est fondamental. Mais on s'est mis d'accord, on l'a écrit dans le rapport, c'est pas une recommandation, mais en disant qu'on souhaitait sur les 15 dépenses fiscales les plus onéreuses, avoir au moins une évaluation chaque année. Est-ce que ça marche ou pas? Voilà, vous voyez que des parlementaires ne maîtrisent pas ces questions et ne disposent pas d'éléments objectivés, ne nous aide pas à voter en toute lucidité et objectivité. Donc, moi, je partage transparence, éligibilité, condition de la suivi de la transparence. Et après, il y aura un débat politique qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines et prochains mois, dans un moment où on nous annonce une nouvelle cure d'austérité. Eh ben merci encore à vous trois, Fabien Guay, Fabien Dampenon, Nadia Sali. Amis auditeurs, c'était le dernier numéro de Perspective de cette saison. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au cœur de l'été. On se retrouve à la rentrée, notamment à la fête de l'UMA sur le stand de l'UGICT, évidemment. D'ici là, si vous voulez soutenir cette émission, abonnez-vous. Et si vous voulez la soutenir financièrement, syndiquez-vous. Salut.